l'autre question que vous m'avez posée, je ne vous répondrai pas. Les conséquences publiques de la vie privée du président n'en finissent pas de poser des questions, mais que valent ses réponses et ses non-réponses tout au long de cette séquence qui aura sans doute un impact sur son image? Quelle est la cohérence de la communication de François Hollande sur son couple dans un premier temps, puis sur sa séparation et sa vie de président en solo? Et a-t-il réellement tant innové que ça par rapport à ses prédécesseurs? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, un président contraint d'entrouvrir le rideau. Avec nous 4 invités, bonjour. Jean-Pierre Winter, psychanalyste, pour mettre en perspective les détails de ses discours passés, présents. Cynthia Fleury, philosophe et chercheur à l'Institut des sciences de la communication. François de Saint-Gly, sociologue, spécialiste du couple pour analyser la cohérence du modèle renvoyé par le président. Et enfin, Jean-Baptiste Germain, professeur de cinéma, qui décryptera pour nous les récits, le storytelling, comme on dit, présidentiel. Alors on va commencer par la partie la plus récente, celle du président désormais célibataire ou voyageant en solo. Donc il voyage, il donne des conférences de presse et puis il doit s'habituer à répondre à bien de nouveaux types de questions depuis la fameuse une de Closer. Alors la première était lors de la grande conférence de presse élyséenne. C'était évidemment avant la séparation officielle. Valérie Trierweiler est-elle toujours aujourd'hui première dame de France? Je vous remercie. Je comprends votre question. Et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Chacun, dans sa vie personnelle, peut traverser des épreuves. C'est notre cas. Ce sont des moments douloureux. Mais j'ai un principe, c'est que les affaires privées se traitent en privé, dans une intimité respectueuse de chacun. Ce n'est donc ni le lieu, ni le moment de le faire. Voilà, donc là, il a encore l'air de répondre de bonne grâce, ce qui n'est pas le cas un peu plus tard lorsqu'un autre journaliste revient à la charge. Et la seconde question tient au fond à l'état de santé de Valérie Trierweiler, qui avait pris à cœur sa fonction de première dame, qui est à l'hôpital, donc elle est toute simple. Comment va-t-elle? Elle se repose et je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Voilà, là vous aurez noté le ton un peu plus sec, mais les questions se poursuivront. Tout d'abord, lors d'un voyage aux Pays-Bas, premier voyage de président célibataire. Valérie Trierweiler est sortie de l'hôpital ce week-end. Je voudrais d'abord vous demander très simplement comment elle va. Ensuite, on l'a vu depuis ce matin, la presse néerlandaise s'interroge. Valérie Trierweiler est actuellement à la résidence de la Lanterne, résidence qui est rattachée à la présidence de la République. Cela doit-il nous indiquer que Valérie Trierweiler reste première dame? Je vous remercie pour votre question. Valérie Trierweiler va mieux et elle se repose en ce moment à la résidence de la Lanterne. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Voilà, je dis voyage de président célibataire, sous-entendu, il est tout seul, parce que la séparation à ce moment-là n'est pas encore annoncée, elle le sera quelques jours plus tard, mais ça n'empêche pas de nouvelles questions, comme ici à Londres. Do you think your private life has made France an international joke? Are you still having an affair with Julie Gaillet and do you wish she was here? Pour l'autre question que vous m'avez posée, je ne vous répondrai pas. Voilà, on a un peu l'impression que ces questions l'agacent de plus en plus, mais qu'elles n'en finissent pas, qu'elles ont du mal à s'arrêter. Alors, tout d'abord, Cynthia Fleury, je voulais savoir ce que vous pensez de ces réponses et puis de la brièveté, parce que ce qui frappe, c'est la brièveté de ces réponses. Je crois que c'était une stratégie tout de même de moindre mal, puisqu'il avait conscience. Je crois que, si vous voulez, il faut faire la différence entre la vie privée d'un chef d'État. Est-ce qu'un chef d'État a droit à la vie privée comme un citoyen lambda? Je crois que ce n'est pas si simple que ça. Donc, il a plutôt un devoir de protection de sa vie privée. Pourquoi? Parce qu'il a un devoir de protection de la fonction publique, le chef de l'État. Et donc, oui, il a le droit à la vie privée, mais je dirais plutôt presque qu'il a un devoir de bien faire en sorte que sa vie privée reste privée pour ne pas mettre... Alors là, on va dire, c'est un gros... C'est raté. Voilà, pour ne pas, effectivement, mettre en danger symboliquement ou même physiquement, parce qu'il peut y avoir une atteinte sur l'intégrité des personnes, etc., sur la sécurité des personnes, sa fonction publique. Donc ça, c'est une première chose. Donc après, stratégie du moindre mal, parce que tout d'un coup, bon, là, bien évidemment, la question
question lui est portée. Je crois qu'il voulait récupérer de toute façon la main, c'est-à-dire récupérer une communication unilatérale, dire écoutez, c'est pas ici et maintenant. Ce ne sera pas un sujet de débat comme ce serait une question publique. Donc pas ici et maintenant, et donc sous-entendu, lors d'un communiqué, c'est-à-dire je ne me dérobe pas à la nécessité de vous livrer une information, mais en revanche, je ne ferai pas ça comme si nous étions des alter-égaux sur ce sujet. Donc j'en parlerai plus tard. En revanche, là où je trouve que il y a une vraie ambivalence, c'est dans le communiqué. Oui, le fameux communiqué que je relis, hein, donc qui a été énormément commenté le 25 janvier. Je fais savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler. Tout le monde l'avait souligné. 18 mots et 3 fois je. Voilà. Et donc le statut du jeu n'est pas simple dans cette histoire. Parce qu'effectivement, logiquement, reprendre la main de manière unilatérale dans la communication, ce n'est pas soudainement faire valoir que l'individu Hollande a cessé sa relation de manière unilatérale. Oui, voilà, il y a un peu le fameux licenciement de la compagne là, qui il y a peut un jeu être qui aurait pu vraiment s'effacer devant nous, tout simplement, la relation est finie et d'une manière un peu plus neutre. Mais en tout cas, ce que je note, c'est que vous voyez ça vraiment comme une stratégie de communication. Alors la question que ça pose aussi, enfin du moins qu'on s'est posé, c'est est-ce que c'est de la stratégie de communication ou alors un refus personnel aussi d'en dire plus, qui pourrait dire aussi quelque chose sur lui, Jean-Pierre Winter, éventuellement? Éventuellement, c'est difficile de sonder les cœurs et les reins dans ce genre d'affaires. Mais il y a un paradoxe qui est que d'un côté, la vie privée du chef d'État est exposée. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment tout fait, quoi qu'il ait prétendu, pour que ce soit vraiment caché. Et d'un autre côté, c'est les réponses qu'il fait aux questions qu'on lui pose, qui sont quelquefois un peu lourdes, il faut le reconnaître. Oui, à l'étranger, nos confrères étrangers n'ont pas le tact qu'on pourrait attendre d'eux. J'ai trouvé que vos confrères français, quelquefois, faisaient encore un peu plus dans la lourdeur. D'accord, tout le monde est lourd. Mais enfin bon, en tout cas, d'un autre côté, donc d'un côté, la vie privée est exposée, de l'autre côté, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un peu difficile de tenir les deux. Je crois que il résiste à ce qui est devenu aujourd'hui presque impossible à contourner, c'est-à-dire la transparence. On exige la transparence. C'est d'ailleurs assez curieux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on ne parle plus de vérité. La vérité, c'est terminé, on n'en parle plus. On l'a remplacé par la transparence. La transparence, tout le monde sait que ça vient de la glasnost, ça en est plus ou moins la traduction. C'est-à-dire ça vient d'un pays qui a quand même un passé récent totalitaire. Et la question, c'est de savoir comment on va résister au totalitarisme de la transparence. Ouais. Et donc j'ai l'impression que ce qu'il essaye de faire, c'est, avec toutes les contradictions, dont celle que je viens de souligner, comment il va s'y prendre pour résister à cela. C'est pas évident et l'exercice est périlleux. Et alors, François de Singly aussi, parce que vous vous intéressez au modèle de couple et à leur représentation. Et alors, la question qu'on peut se poser quand on voit toutes ces réponses, et notamment cette brièveté, aussi, certains ont souligné cette froideur, enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de sa manière de répondre, puis on le voit au fil des semaines. Qu'est-ce que vous pensez de sa manière de répondre et puis à quel modèle aussi ça peut renvoyer par rapport à sa compagne ? À celle qui était sa compagne. La première chose, c'est que c'est pas nous c'est Hollande qui a dit Valérie est la femme de ma vie. On va où? Ne déflorez pas la suite de l'émission. Oui, mais simplement, non, mais là, on peut pas dire que c'est la suite d'un feuilleton. Absolument. Moi, on va comparer place avec de la Bastille le soir des élections. Se sont embrassés, dit-on sur la bouche pour d'autres raisons, mais sur lesquelles on va pas revenir. On avait assisté effectivement à la mise en scène la vie privée quand elle reste privée. Mais ils l'ont mis en scène, il l'a mis moins que d'autres. Mais alors justement, ça renvoie à j'aurais voulu simplement revenir sur le communiqué, parce que moi aussi, ce communiqué m'a fait travailler. J'ai pas d'interprétation, je veux dire, j'ai pas d'information autre, mais il dit je parce que je pense qu'il ne peut pas dire non. Ah ben oui, et donc ça c'est quand même intéressant parce que il y a presque moi qui travaille sur la séparation, on fait comme si le vrai modèle c'est toujours la séparation à l'amiable, tout le monde on est en désaccord sauf sur le fait de se séparer et nous sommes contents de vous annoncer votre séparation. Il y a même des gens qui veulent faire des fêtes de séparation. Et là, je veux dire, elle n'a pas voulu signer le communiqué et il dit je. Alors c'est pour moi pas forcément un licenciement, c'est aussi le fait qu'il n'est pas capable. Pour moi, c'est une forme, entre guillemets, de jugement. Non, mais il n'a pas été jusqu'au bout pour obtenir un communiqué commun.
C'est comme D'accord, ça renvoie pour le coup à un modèle. C'est plutôt pas un modèle de licenciement, c'est plutôt un patron qui a ses propres limites, puisqu'il n'arrive pas à obtenir quelque chose qui est une séparation à l'amiable. C'est pas une séparation. Quel est son objectif, d'accord. Donc je ne pense pas que ce soit une stratégie, se communiquer. Oui. C'est qu'il ne pouvait pas faire mieux. Il ne peut pas faire mieux, ça c'est très clair. Il aurait pu considérer que sa fonction publique lui permettait d'emblée, entre guillemets, de neutraliser... D'accord, de dire nous, quoi. Comme il est président, il aurait pu prendre cette liberté qu'il n'a pas fait. Alors, on va avancer parce que vous disiez à Jean-Pierre Winter, finalement, et on va faire réagir Jean-Baptiste Germain, vous disiez, ça pose la question, effectivement, de cette demande de transparence. Comment communiquer face à cette demande de transparence? Évidemment, François Hollande n'est pas le premier à être confronté à cette situation, puisqu'avant lui, Nicolas Sarkozy, qui avait pourtant un tempérament très différent de celui de François Hollande, avait été un peu dans la même situation après l'annonce de son divorce avec Cécilia Sarkozy, donc fin 2007. Lui aussi avait refusé de répondre aux questions. Un exemple ici à Lisbonne, face à des journalistes encore. Mon état d'esprit est très simple. J'ai été élu par les Français pour trouver des solutions à leurs problèmes, pas pour commenter ma vie privée. Si vous croyez que les Français m'ont élu pour autre chose que de travailler, travailler et encore travailler. Pour le reste, les Français ne me demandent aucun commentaire, ça les intéresse beaucoup moins que vous. Et ils ont raison. Et peut-être également qu'ils ont plus de pudeur et plus de discrétion. Oserais-je dire. Un poil d'élégance en plus. Alors, le contexte n'est quand même pas tout à fait le même, parce que dans le cas de Nicolas Sarkozy, un petit rappel, la séparation, alors le communiqué était commun, François de Saint-Gly, mais la séparation était quand même à l'initiative de Cécilia Sarkozy, ce qui n'est pas le cas de François Hollande, mais enfin quand même des parallèles dans la mise en scène et puis peut-être aussi dans l'histoire que ça raconte. Oui, avec le fameux effet miroir, c'est-à-dire on a deux personnages ayant le même statut, côte à côte. Donc évidemment, le bout à bout des extraits devient édifiant. Moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose par rapport aux 3 premiers extraits qui nous ont montré François Hollande. Dans le cinéma, on parle tout le temps du champ, du hors-champ. Ce qu'on montre, ce qu'on montre pas. C'est pareil pour la parole, le in et le off. Là, on était plutôt dans le off avec la parole laconique de François Hollande. Et ce off va complètement à l'encontre de ce qu'il recherche, c'est-à-dire il crée du suspense, il va générer encore plus de suspense sur cette grande question, qu'est-ce que le couple présidentiel va devenir. C'est-à-dire, vous voulez dire sur le fait qu'il ne réponde pas, sur ses non-réponses, sur son silence. Exactement, ça va à l'encontre de son but. Et d'ailleurs, le bout à bout est aussi édifiant pour ça, parce que ça crée comme une espèce de léger comique de répétition qui rend la situation un poil absurde. Oui. C'est vrai finalement, parce qu'on se dit, bah alors on attend la question suivante finalement. C'est peut-être à ça qu'on aboutit. Jean-Pierre Winter, et puis sur la comparaison avec Nicolas Sarkozy, qui a ses limites quand même. Ça a ses limites, mais c'est assez frappant de voir qu'il se retrouve dans la même situation et à gérer les conséquences de ce qui s'est passé à peu près de la même façon. On l'a déjà souligné, c'est-à-dire d'un côté exposition publique de la vie dite privée, et de l'autre côté refus de rendre des comptes sur cette vie privée. Avec plus de mots quand même de la part de Nicolas Sarkozy, parce que comme disait Jean-Baptiste Germain, il y a quand même un suspense du côté de François Hollande, peut-être un peu moins du côté de Nicolas Sarkozy, parce qu'il met quand même plus d'émotion dans sa non-réponse, non? Il a une faconde et une façon de parler qui ressemble pas à celle de François Hollande, c'est certain. Mais ce qui est en jeu dans les deux cas, peut-être que dans votre question c'est sous-entendu, c'est le statut de la parole politique aujourd'hui. Et dans les deux quinquennats qui viennent de se suivre, je crois qu'il faut recontextualiser toute cette affaire dans ce qui se passe depuis, disons, presque 2 ans que François Hollande est élu, et peut-être depuis 7 ans, pour pas remonter jusqu'à la nuit des temps. Avec Nicolas Sarkozy. Le contexte, c'est une dévalorisation de la parole publique. C'est le mensonge à tous les niveaux. Et alors là, ce qui est très frappant dans l'histoire de François Hollande, c'est que ce qui a peut-être heurté et choqué et interrogé, c'est pas seulement l'annonce et le fait même de la séparation, c'est le fait que on laissait entendre, et il a laissé entendre, que depuis 2 ans, il mentait. C'est ça qui me semble être l'essentiel, parce que ça interroge directement le poids de la parole en politique. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi gêné après pour répondre. Or, en démocratie, la parole, c'est essentiel. La démocratie, c'est le système qui fait régner la parole. Et donc, si ça est dévalué,
en privé et en public, les conséquences politiques sont extrêmement dommageables. D'accord, ce qui n'était peut-être pas le cas de Nicolas Sarkozy. Alors, on va avancer un petit peu parce qu'on a comparé les discours, on va comparer aussi les images, les postures, hein, donc des images particulièrement observées lors des voyages à l'étranger, hein, où normalement le protocole intègre les conjoints, les compagnons, les compagnes. Alors, comment faire quand on est un président, alors non pas célibataire, hein, pour ceux qui n'ont pas divorcé, mais qui voyagent en solo? Alors là aussi, on va comparer. Première option choisie, celle de Nicolas Sarkozy lors de son voyage en Chine, c'était après son divorce fin 2007. Nicolas Sarkozy inaugure un nouveau concept, la diplomatie familiale. Au président chinois en pleine cérémonie officielle, il présente sa mère, André, puis son fils, Pierre. Je vais l'envoyer pour l'autorité. Une visite culturelle en famille. Photo souvenir avec André, la maman de Nicolas Sarkozy. Pierre, c'est l'aîné des fils du président. Lui aussi est du voyage. Lui aussi profite pleinement, peut-être plus que d'autres, de cette séquence culture. Voilà, hein, il a besoin d'autorité. Je ne sais pas si c'est de l'humour, mais en tout cas, ça donne une dimension très très familiale à ce voyage, hein, comme si Nicolas Sarkozy n'avait pas envie de voyager seul. Et d'ailleurs, quelques jours avant, lorsqu'il était parti aux États-Unis, invité par George et Laura Bush, eh bien, il avait emmené avec lui un trio de femmes ministres, Ramayad, Christine Lagarde et Rachida Dati. Et puis alors, pour se remettre aussi dans l'ambiance de l'époque, hein, il faut rappeler qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy avait un peu l'image du président célibataire à caser, entre guillemets, et que les internautes sont donnés à cœur joie. C'est pour se remettre dans le bain de l'époque qu'on regarde. Salut Nicolas, moi mon nom c'est Jennifer et je suis trop fan de toi. Bonjour Nicolas, je vois déjà une meute de petites dindes essayer de te séduire. Mais ce n'est pas d'une dinde dont tu as besoin, c'est d'une vraie femme, une véritable première dame, comme moi, bien ancrée dans la réalité. Une battante pour faire face à tes côtés, pour mener tes batailles de front. Moi je ne te lâcherai pas au sommet de la gloire. Après, pour tout ce qui est bien se tenir à table, dire les choses qu'il faut par rapport à la politesse, avec les gens importants, tout ça, je sais pas trop, mais peut-être que j'apprendrai. Voilà, alors, je ne suis pas spécialiste des modèles de couple, mais enfin on était un peu dans l'image, hein, du prince célibataire qui va parcourir le royaume à la recherche d'une compagne. Moi, c'était un peu ce qu'il y avait, nous semble-t-il, dans l'imaginaire, ce qui d'ailleurs ne tarda pas à arriver lorsqu'il rencontra Carla Bruni. Mais quant à François Hollande, eh bien, c'est un peu un modèle différent, hein. Pas de grand casting et pour cause, l'ombre de Julie Gaillet donne un autre tour à l'histoire. En revanche, à nouveau des images de ce président qui voyage en solo, mais alors cette fois très sobrement, hein, il l'assume. Il a l'air d'assumer complètement son image de président qui voyage seul, d'abord aux Pays-Bas, entre le roi et la reine, et puis quelques jours plus tard aux États-Unis, hein, où il salue au balcon, entouré de Barack Obama et de sa compagne, hein, des images assez atypiques. Et sa solitude n'a pas du tout l'air de l'embarrasser, bien au contraire, par moments, il a même semblé en rire, s'en amuser. C'est du moins ce qu'avaient pointé les journalistes lors de son voyage en Turquie. On regarde, c'était lors de la remise d'une décoration à une chanteuse qui avait justement interprété plusieurs chansons en français la veille lors du dîner officiel. Je vais remettre, à l'occasion de ma visite ici, à Galatasaray, les insignes de chevalier des arts et lettres à Candan Erçetin, qui nous a fait la grâce, le plaisir, le bonheur de chanter hier à l'occasion du dîner d'État, avec des chansons qui sont dans le répertoire. Les deux qui étaient les plus connus ici étaient « Je ne regrette rien » et « Tombe la neige ». Voilà, grand rire dans la salle. Les questions, l'a-t-il fait exprès ou pas, hein, alors, petite question d'abord, peut-être à Cynthia Fleury, à Jean-Pierre Winter. Selon vous, juste sur cette réponse, c'était de la surinterprétation de la part des gens qui l'accompagnaient, des journalistes, ou alors de l'humour de sa part? Vous l'interprétez comment? Je crois que c'est à la fois un trait d'humour et puis en même temps, c'est la réalité. C'est cette capacité qu'a très souvent François Hollande de s'échapper par l'humour. Mais tout de même, un point sur les images Hollande, Sarkozy, la manière différente de gérer. Je crois que tout de même, c'est
en apparence très semblables et en même temps très différents. Très différents parce que sur les réponses, on voit que Sarkozy n'est pas dans le déplaisir, en fait, lorsqu'on lui pose la question de la vie privée. D'accord, sur la question de sa vie privée. Très Il engueule les certainement journalistes, mais il est content de pouvoir les engueuler. Bien évidemment, pouvoir... ça fait partie d'un jeu. Il est, au contraire, on sent il pourrait continuer à parler de cela sans aucun souci. On sent, au contraire, que François Hollande est très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que Sarkozy s'est toujours adressé, et ça a été aussi son erreur, à l'imaginaire des personnes. Et au contraire, raconter la vie privée, ça fait partie du fait d'alimenter l'imaginaire des personnages. François Hollande, il travaille quelque chose qui est plus compliqué, qui s'appelle le symbolique. Et le symbolique, d'une certaine manière, il ne faut surtout pas qu'il aille faire fantasmer les gens, etc. Parce que sinon, vous n'incarnez plus rien. Vous n'incarnez que vous-même et d'une certaine manière, c'en est fini de cela. Donc c'est très, je pense sincèrement que c'est très différent. Et d'ailleurs, on voit que la séquence derrière vient valider cela. La petite blague à Galatasaray? Non, c'est pas la petite blague. C'est quand Sarkozy emmène toute la famille. Emmène toute la famille. Bien évidemment. Il n'a pas fait sécession par rapport à ça. Il a emmené tout le monde. Il a emmené tout le monde et la séquence, entre guillemets, de la vie privée se maintient d'une certaine manière au niveau vie privée, vie publique. On continue à manier les deux niveaux sans aucun souci parce que Sarkozy, c'est un roman, c'est une saga qu'il propose. Alors la question que ça pose, c'est effectivement, est-ce que c'est dans le mélange, est-ce qu'on est dans le mélange vie privée, vie publique avec Sarkozy? Effectivement, ce qui est frappant, c'est le contraste entre les deux en revoyant les images, qui emmène les ministres. C'est pas vraiment la vie privée là pour le coup. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est la difficulté à être seul, tout simplement, alors qu'il y a un qui l'assume peut-être mieux que l'autre, confère la petite blague aussi, Jean-Pierre Winter? Bon, d'abord, je pense qu'effectivement, c'est un trait d'humour, c'est sa capacité à rebondir quand les journalistes posent des questions, choses. Ça va pas, mais lui peut y faire allusion tout seul, il n'y a pas de problème. Oui, enfin bon, c'est une allusion, c'est une grosse ficelle quand même. Hein. Mais ce qui est en jeu, c'est... je crois que l'erreur qu'on fait très souvent, c'est de penser, tous autant qu'on est, de penser que les gens pensent ce qu'ils disent. Et c'est vrai pour les présidents de la République comme pour tout le monde. Quand l'un met en avant... On est un peu obligé de partir de ce postulat quand même. Parfois. Ben oui, mais on peut partir de ce postulat en se souvenant quand même que ça n'est jamais tout à fait le cas. Quand l'un met en avant la dimension de la protection de l'intimité, on a de nombreuses références qui nous permettent de voir que c'est pas tout à fait ce qu'il pratique. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Bon. C'est vrai aussi quand l'autre ou le même met en avant la dimension de la pudeur, comme pour culpabiliser ceux qui transgressaient cette barrière de la pudeur, on voit bien que le comportement est pour le moins impudique. Alors quand il s'agit de quelqu'un qui s'est présenté comme normal, ça c'est François Hollande. Voilà, on peut se demander, un homme normal, quel est son rapport à l'intime et quel est son rapport à la pudeur? Ouais, ben voilà, c'est une grave question. On a toujours un peu de mal à savoir, on a envie de dire. Nous sommes toujours tous un peu plus impudiques qu'on le voudrait et un peu plus pudiques qu'on le souhaiterait. Oui, François de Singly, vous vouliez réagir. Et puis peut-être aussi sur ces images, sur la comparaison de ces images. Moi, je pense, en reprenant justement la logique de récit et avec des travaux de recherche que je fais, c'est que ça a beau être une situation ordinaire, entre guillemets, la séparation, elle est très difficile. Chez les hommes, peut-être au moins autant chez les femmes, en tout cas c'est ce qu'elles m'ont dit et tout, de ne pas savoir, mais de pas savoir quoi en faire. Parce que je veux dire, dans les séquences, je rappelle, il n'a pas été si pudique que ça. Hollande, il s'est prêté au jeu et tout. Oui. Quand ça va, c'est-à-dire la logique de l'imaginaire amoureux fonctionne. Et quand ça va pas, alors mais la logique de la séparation, il ne sait pas quoi en faire. À mon avis, c'est pas... qui ne sait pas quoi en faire. Non, et donc, l'intérêt, c'est qu'on a un argument apparemment officiel sur l'intimité et tout qui nous met là. Mais enfin, je veux dire, c'est un paravent qui déplace quand il veut lui-même. Et sur les récits, parce que justement, vous dites qu'il ne sait pas quoi en faire, on a quand même l'impression, enfin nous, ce qui nous frappait en préparant l'émission, c'est qu'il était parfaitement à l'aise d'être tout seul, comme ça. Non, mais ça, c'est... Oui, mais ça, on n'est pas dans la parole. Là, il est dans la ça, il est très, très bon là-dessus. Je veux dire, quand même, le degré, pour moi... On revient au communiqué, parce qu'il n'a quand même pas tellement commenté. Hein, c'est quand même... D'ailleurs, il n'a pas été si bien salué, parce que parmi d'autres titres, même de Closer et tout, à partir de ça, est-il un mufle et tout. C'est pas une logique d'imaginaire fabuleux. Et Sarkozy, dans d'autres séquences, se fâche totalement quand on lui parle de sa séparation.
D'accord, donc vous dites qu'en fait, ils sont mal les deux sont mal à l'aise et Hollande est mal à l'aise. Malgré ces petites blagues. Moi, c'est ce que j'entends, c'est que les gens sont très à l'aise pour parler de leur vie amoureuse et tout, et que lorsqu'il y a séparation, je ne pense pas que l'imaginaire de la séparation soit à nos dispositions si facilement. D'accord, donc c'était pas forcément, comme disait Cynthia Fleury, de la communication, vous diriez plutôt du malaise, si je comprends bien. Attendez, on va faire réagir Jean-Baptiste Germain sur la mise en scène. Je crois qu'il faut recontextualiser aussi la temporalité du récit. Attention, les premiers extraits qu'on a vus avec François Hollande ont eu lieu alors qu'il n'avait pas encore rendu public son choix de séparation. Il y a eu tension dans le couple à ce moment-là. Le choix a été rendu public et il retrouve une tonalité finalement qui le rapproche un tout petit peu de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire une forme d'ironie. Il paraît qu'il faut 15 jours pour faire son deuil d'une relation ancienne. Et ben le 26 janvier, les 15 jours étaient passés. La séparation, mais pas dans le veuvage. Hein, d'accord. Je crois qu'il y a... Dans le DSM-5. Si on tient compte de la mise en scène de l'affaire... Oui, dans 15 jours, ça paraît court. 15 jours pour pouvoir... Si on tient compte du récit dans sa durée, je crois que ce communiqué sur lequel on est en train de réfléchir fait apparaître qu'il y a un mot qui a été refoulé dans l'affaire. Quand il dit « j'ai décidé », il y a un tout petit mot qui manque par rapport à tout ce qui a précédé. C'est « enfin ». J'ai enfin décidé de mettre fin à cette relation. Donc en fait, ça nous parle de lui, ça ne nous parle pas de sa séparation, ça nous parle de lui. Derrière, il y a quand même 2 ans pendant lesquels, si on en croit ce qu'on nous raconte, et on n'était pas là pour le vérifier, il y a 2 ans pendant lesquels il n'a pas pris cette décision. Voilà, avec le tweet, notamment le fameux tweet sur Olivier Falorni. Alors pour terminer donc sur la mise en scène, donc vous dites effectivement donc en Turquie il est libéré, et sur les mises en scène des présidents. Quoi qu'il arrive, il y a de la mise en scène, il y a de la mise en scène à travers du dialogue, à travers des actions, et sur les images, et à travers le choix de son entourage. C'est quand même incroyable de voir Nicolas Sarkozy se déplacer en Chine, quand même dans ce pays, accompagné de sa mère, certes, et de son fils, qui contraste totalement avec le look de notre président, de notre ancien président de la République. Pantalon long, t-shirt bariolé, mains dans les poches, cheveux longs. La totale, passez-moi le mot. Donc le contraste est absolu et évidemment, ça met un tout petit peu plus sur un piédestal l'image du président Nicolas Sarkozy. En Chine, venir avec 3 générations. Je me rappelle la première fois que je suis venu en Chine, il y avait aussi j'avais quelqu'un de plus âgé et tous les gens dans la rue venaient. Donc il y avait mon fils, il venait nous toucher. 3 générations. Il met 3 générations en scène. Il a essayé tout de même de récupérer, c'est tout à fait juste, par la symbolique de la filiation, de la continuité. Enfin, c'est tellement évident. Il a essayé. En Chine, c'est pas terrible. Est-ce qu'il a, mais on peut dire que ce qui contraste quand même pour l'instant, c'est que dans ces images de Nicolas Sarkozy, on a l'impression qu'il essaye de, je sais pas si de raconter quelque chose ou vous dites de récupérer ou en tout cas de donner, enfin de faire autrement. On a l'impression que François Hollande, il est seul, il voyage seul, il assume d'être seul. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il faut revenir à ce qu'est François Hollande. En fait, c'est retour à la maison, sincèrement, parce que François Hollande, il n'a jamais, si vous regardez sa vie avec Ségolène Royal, etc., ça a été un leader depuis des années politique, il n'a fondamentalement jamais mis en scène sa vie privée. Pas du tout. Ça a commencé à vriller, cette histoire, avec Ségolène Royal, qui a mis... Bon, qui a fait mais qui l'a fait seul, il n'y avait pas de père, si j'ose dire, et il n'y avait pas François Hollande. Non, ça a commencé à vriller cette histoire de vie privée, vie publique, quand elle a expliqué qu'en fait, il y avait eu séparation pendant le moment de la campagne présidentielle de 2007. Et d'une certaine manière, je crois qu'il s'est senti dans l'obligation de dire... après lui reprenant la main sur une prochaine campagne, de dire, mon Dieu, il va falloir que je fasse quelque chose pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec la mère de mes 4 enfants. Alors que fondamentalement, la figuration solitaire du pouvoir, je crois, lui va très bien. Là, parce que vous dites, les uns et les autres, depuis le départ, ont fait référence à comment François Hollande avait parlé de son couple, alors au départ un peu poussé par Ségolène Royal, c'était il y a très très longtemps, et puis plus récemment, comment effectivement s'était-il comporté, entre guillemets, dans sa fonction, avec cette première dame qui avait eu du mal à trouver sa place. Alors, il faut quand même se souvenir que Valérie Trierweiler avait complètement endossé ce rôle de première dame. Alors, on a choisi un exemple, et bien comme par hasard, celui du premier voyage aux États-Unis, invité déjà par Barack Obama. Regardez donc Valérie Trierweiler qui avait l'air très à l'aise dans ce rôle. Comme le veut le protocole, la première dame est arrivée à la Maison-Blanche avec des cadeaux pour Michelle Obama, un sac à main et des produits de beauté fabriqués en Corrèze
le fief de François Hollande. Autour de Michelle Obama, les épouses et compagnes des dirigeants du G8. Valérie Trierweiler et les autres premières dames visitent la Maison-Blanche avant d'y déjeuner. Hier soir, à l'ambassade de France, pendant que François Hollande serre des mains, elle attend à l'écart, tranquillement. Elle discute volontiers avec les expatriés français et accepte quelques photos souvenirs. Et les médias américains sont séduits. Valérie Trierweiler est décrite comme une femme de tête très indépendante. Voilà, une première dame qui devient un atout, les médias sont séduits. Cette lecture était déjà celle du rôle de Carla Bruni dans les voyages officiels. Le sourire du président devant le style très travaillé de Carla Sarkozy. Une allure rétro, référence assumée à Jackie Kennedy. Et ce geste de tendresse. En pleine cérémonie officielle, pas vraiment protocolaire. Sourire et main sur l'épaule pour saluer la foule. Mais chignon et sérieux, affiché pendant le discours officiel. Excellente opération de communication, Madame Bruni Sarkozy devient un atout pour ce président en quête de crédibilité. Voilà, donc en clair, pas de grande différence, nous a-t-il semblé, entre les deux. Et puis en France aussi, la présence de Valérie Trierweiler aux côtés de François Hollande était devenue un classique. Dès le premier été, là aussi un exemple. Elle était de toutes les photos, de toutes les images, de toutes les sorties lors des vacances à Brégançon. Dans les pas de Jacques Chirac, disaient alors les commentaires, on a vérifié. Et en fait, pas vraiment, parce que Jacques Chirac, quand il allait à Brégançon, on voyait bien de temps en temps Bernadette quelques pas derrière sur les photos, mais les bains de foule, il les faisait généralement seul. Et donc cette mise en scène, on a eu l'impression qu'il y avait une vraie mise en avant de Valérie Trierweiler, une mise en avant d'ailleurs, vous l'avez évoqué les uns et les autres, qui avait commencé dès le début de la campagne électorale, lors de la présentation officielle d'Angala. Valérie est la femme de ma vie, disait alors le candidat à la primaire PS. On va dire un mot des primaires, avec d'abord une image qu'on n'a pas l'habitude de voir de vous. C'est cette semaine, dans un magazine People, comme on dit, où vous apparaissez avec votre compagne, vous posez à ses côtés. Pourquoi cette décision? Parce que c'est très inhabituel. Est-ce qu'il faut en passer par là lorsqu'on veut se présenter face aux Français? D'abord, ce n'est pas une photo posée. Nous étions ensemble à La Rochelle. La photo a été prise, elle est publiée. Voilà, c'est tout. Vous donnez une interview aussi. Je suis dans une vie nouvelle, heureuse. Voilà, il ne faut rien cacher, mais en même temps rien exhiber. Voilà, rien cacher, rien exhiber, était sa devise. Et puis on écoute pour dernier extrait Valérie Trierweiler qui commentait elle aussi cette une de gala, mais c'était quelques temps plus tard lorsqu'elle était devenue première dame. Lorsque François Hollande a officialisé votre liaison en 2010, il avait dit « Valérie est la femme de ma vie ». Est-ce qu'il officialisera un jour cette union, Valérie? Elle n'est pas officialisée, là? Si, mais avec la bague, la vraie, look the ring. Qu'est-ce que ça change? Ah non, mais il y a des femmes, c'est vrai, ou il y a des hommes qui ont moins envie de l'officialiser comme ça. Vous avez une bague quand même ou pas? Mais est-ce que vous connaissez les paroles de la Marseillaise? Alors ça dépend où vous vous arrêtez. Moi normalement oui. Et qui vient d'égorger nos fils et nos compagnes. On ne parle pas d'épouse, on parle de compagne. C'est un très joli mot. Finalement c'est vous. Avec campagne. C'est pas grave. C'est un très joli mot parce que voilà, on accompagne et je trouve qu'il n'y a pas de plus joli mot. C'est vous qui êtes dans le vrai, Valérie Trierweiler. Merci en tout cas d'avoir été. Et on est ensemble parce qu'on s'aime, pas parce qu'on est obligé de rester ensemble, parce qu'on serait mariés ou autre chose. Voilà. Voilà, deux phrases qu'on a retenues. Ne rien cacher, ne rien exhiber. Et puis on reste ensemble parce qu'on s'aime, pas parce qu'on est obligé. Alors vous parliez beaucoup du modèle d'avant, François de Singly. On était dans quel modèle là exactement de relation, de modèle de couple public, évidemment, j'entends, avec François Hollande et Valérie Trierweiler? C'est une expression, je veux dire, tout à fait légitime, qui est quand même le cas de nombreuses personnes aujourd'hui, de dire que le concubinage, c'est justement pas une institution et donc que la seule obligation, c'est qu'on reste tant qu'on s'aime. D'où le fait, de mon point de vue, si ça a aussi pris une certaine ampleur, c'est pas parce qu'il couche avec une actrice ou je sais pas quoi, etc. Tous les présidents précédents l'ont fait, c'est un classique, même sous la 3e et la 4e République. La vie sexuelle des hommes mariés. Mais là, c'est pas jamais marié, un exemple. Là, ce qui nous choque, c'est justement le fait qu'on apprenne qu'éventuellement cette relation amoureuse avec Julie ne lui pose pas de questions. Le modèle, pour moi, du concubinage n'est pas d'être plus libre. Il est plus libre par rapport aux institutions, mais par d'autre côté, normalement, plus exigeant. C'est pas parce qu'on est marié. Mais, dit-elle, donc elle donne
à mon avis, elle donne une clé intéressante. Elle donne une clé qui est... Et donc, c'est, à ma connaissance, la nouveauté de la situation. Et on réfléchit. D'habitude, on a des hommes mariés. Bon, l'exemple de Mitterrand étant le mariage bourgeois du 19e par excellence. Il s'est quand même maintenu longtemps. Lui, il veut être moderne, notre président. François Hollande. Il va justement... il a la mise en scène. Il a voulu être moderne. Et il veut les privilèges de l'homme marié. Il n'a pas été jusqu'au bout. De mon point de vue, donc, quelque part, si je comprends bien... Le modèle actuel, dans nos références, c'est le concubinage d'amour. Donc, si je comprends bien, il y a un décalage. Le concubinage bourgeois, ça ne marche pas. Le concubinage bourgeois, et donc si je comprends bien, le décalage que vous soulignez au début de l'émission, avant qu'on ait vu toutes les images, c'est entre ce modèle-là, le couple effectivement qui est tout le temps quand même énormément ensemble, qui dit qu'ils s'aiment et qui reste ensemble parce qu'ils s'aiment, décalage avec ce qu'on a vu après d'un François Hollande un peu plus crispé, qui refuse de répondre, etc. Ça va pas ensemble. Normalement, il faut il doit l'assumer. Ce que je voulais dire, c'était que ce qui est bizarre aussi, c'est que vous savez que les femmes demandent la séparation beaucoup plus que les hommes. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pas parce que les hommes seraient je sais pas quoi et tout, c'est ce qu'ils attendent comme Hollande. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'ils attendent qu'on lui dise, mais au fait, dis donc, t'as une double vie et tout. Et alors, du coup, donc les hommes restent fondamentalement dans le mariage. Bonjour. Voilà, et donc François Hollande n'échappe pas à cette règle, puisqu'il avait beau être en concubinage, il restait, vous dites, dans un, pardon. Il est normal. Il est normal. Cynthia Fleury aussi sur la confrontation des modèles, parce qu'effectivement, toutes les images qu'on a vues plus récemment, les images d'aujourd'hui, s'interprètent et se lisent aussi par rapport à ces images d'avant, de la mise en scène de ce couple, avec quand même une compagne très très présente, et peut-être d'autant plus présente qu'effectivement, ils étaient dans ce modèle, on est ensemble parce qu'on s'aime. On voit quand même que depuis quelques années maintenant, nos premières dames, elles sont en souffrance. Elles sont en souffrance parce que le rôle est à la fois impossible à tenir et en même temps très compliqué. Est-ce qu'on en fait un vrai statut? Est-ce qu'on n'en fait pas de statut? Est-ce qu'on considère qu'elles n'ont jamais été aussi présentes? Enfin, en revoyant les images, on compare avec Anémone et Valéry Giscard d'Estaing, on compare avec Jacques Chirac et Bernadette Chirac, et là aussi on a un peu oublié. On dit finalement François Hollande a voulu inventer quelque chose de différent. Enfin, finalement, il était quand même très proche de Nicolas Sarkozy, du moins dans les images telles qu'on les a vues, peut-être dans la mise en scène, à moins qu'il y ait des différences qui nous aient échappé. Je crois clairement. Les petites subtilités au niveau de ces différences, je crois que ça joue au niveau des influences. On avait un président, Nicolas Sarkozy, qui était plutôt porté par des influences outre-Atlantique. On sent, il y a une pulsion amoureuse pour les États-Unis très forte. Alors que François Hollande est plus porté sur des influences, on va dire, du terroir. Il suffit de voir quel cadeau il a amené à la Maison-Blanche, des produits venant de la Corrèze. Ça se ressent alors que Carla Bruni, c'était Jackie Kennedy. Mais sinon, pas beaucoup de différences. J'aimerais bien simplement revenir sur cette question du rôle qui est fondamentale. En effet, il y a un rôle à tenir, ce rôle de première dame. Et moi, je trouve Carla Bruni très à l'aise dans ce rôle, comme une comédienne. Les bons costumes, dans le bon décor, avec les bons accessoires. Elle endosse parfaitement ce rôle de première dame. Et Valérie Trierweiler, on a l'impression que c'était pareil, non ? Non, le choc a été beaucoup plus fort dans cette idée d'une personnalité forte, la sienne, qui a dû à un moment donné se confronter justement à un rôle à endosser. Et l'écart a dû être peut-être un poil trop important. Il faut quand même le dire, parce qu'après, elle est rentrée peut-être dans le rôle, je vais revenir, mais elle a fait plusieurs entretiens dans lesquels elle dit « mais je ne veux pas de ce rôle, je ne rentrerai pas dans ce rôle, etc. » Oui, mais finalement, elle l'a fait. Les contraintes institutionnelles, c'est quand même un rôle de second. Avec aucune légitimité, sinon que d'accompagner. Oui, bien sûr. Accompagnateur, donc on peut remplacer. Mais pardon, mais alors... Non, mais donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est plutôt un bon signe du point de vue du fait que quelqu'un souffre de jouer ce rôle, et quand même le signe... Et quand même un bon signe, c'est ce que vous dites l'un et l'autre. Mais alors quand même, nous, vous parlez des témoignages... Les secondes, c'est quand même... Mais nous, on se base... Nous, on est basique. Principe d'égalité. François de Saint-Gly, nous, on est très basique, on se base sur les images, sur ce qu'on a pu voir, pas sur les témoignages de souffrance. Vous êtes sociologue, pas nous. Et quand même, on voit qu'il y a eu une omniprésence, c'est peut-être le modèle américain aussi, ou le modèle qui domine sur la scène internationale, les voyages officiels, tout ça, ça se fait beaucoup en couple. Du coup, ça réinterroge sur ces images qu'on avait pu voir, cette omniprésence quand même de Valérie Trierweiler, et puis aussi peut-être un petit mot, Jean-Pierre Winter, pour boucler la boucle de l'émission, un petit mot peut-être sur ces images d'avant. Quand on les voit, on n'avait pas l'impression que c'était tellement de la souffrance que ça, et qu'elle avait finalement assez bien endossé ce rôle, en tout cas qu'elle était beaucoup plus présente que les premières dames d'avant.
Hein, donc il est peut-être plus proche du modèle Sarkozy que du modèle d'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile à dire parce qu'elle joue un rôle. Hein, il y a une fonction presque, j'allais dire, d'actrice. Vu l'actualité, c'est peut-être la vérité de l'affaire d'ailleurs. Donc il est difficile de savoir jusqu'à quel point elles sont vraiment à l'aise, jusqu'à quel point elles assument le rôle, avec des maladresses. On l'a bien vu au début. Pour Valérie Trierweiler. Bon. Le mot d'ordre de la campagne de Hollande, c'était « le changement, c'est maintenant hein ». Mais ça prend du temps. D'accord. Et quand ça prend du temps, c'est une particularité du fonctionnement des institutions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'apparemment, ça prend du temps. Et peut-être que c'est ça la grande maladresse dans l'affaire de la mise en place de la première dame de France, Trierweiler, c'est que ça prend du temps à être mis en place, mais quand c'est mis en place, c'est imposé d'une manière qui ne laisse pas le temps aux gens d'absorber ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, tout d'un coup, Valérie Trierweiler, qui a un statut qu'aucune première dame de France n'avait jamais connu auparavant, il est imposé, comme ça, du jour au lendemain, que c'est comme ça que ça doit être et que c'est comme ça que ça va être. Et on voit maintenant. qu'elle l'avait fait, effectivement, on voit les images particulièrement. Il n'y a pas de délai d'adaptation. Alors, vous disiez, Jean-Pierre Winter, que donc, cette fonction avait été imposée à Valérie Trierweiler et qu'effectivement, d'un coup, il avait fallu se couler dedans. Mais du coup, aujourd'hui, quand on arrive à un autre modèle, les images qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que c'est si facile de passer du modèle avec Première Dame au modèle sans Première Dame? Ce sera le mot de la fin. Cynthia Fleury et puis Jean-Baptiste Germain. Le vrai mot de la fin, cette fois? Là, je crois encore qu'a priori... Mais au vu des images, nous on est dans la position du récepteur. Au vu des images, je crois qu'il a refait lien avec sa nature profonde. Et refaire lien avec sa nature profonde, c'est dire, voilà, je refais lien avec la symbolisation de la fonction publique et que je sois demain en couple ou pas, j'assumerai seul la fonction de président de la République. C'est moi, comme ça, que je pense que ça se fera et donc je ne crois pas à la mise en place d'une autre dame, d'une autre première dame. Vous pensez que ces images, cette symbolique lui convient très bien? Je crois qu'il y a une volonté de fin de séquence forte en disant, voilà, je refais le lien avec le D'accord, sur ces images qu'on va peut-être revoir, d'accord, Jean-Baptiste Germain, sur ces dernières images, cette mise en scène du président. Oui, mais sur l'image, si ça devait être l'image définitive. C'est là où je vois le côté du cinéma, mais je comprends parce qu'en plus... On avait une première sous-intrigue. Est-ce que ce couple, Valérie Trierweiler, François Hollande, va tenir? Et une deuxième grande intrigue, est-ce que François Hollande va se remettre en couple? Et si oui, est-ce que ce couple sera... Je ne dis pas qu'il ne va pas se remettre en couple. Je dis qu'en revanche, il n'assumera pas de manière présidentielle ce couple. Oui, d'accord, mais c'est vrai que cette image, donc cette dernière sur la symbolique de cette dernière image de ce président, parce que c'est vrai que c'est assez surprenant quand même, enfin, de le voir comme ça, tout seul, entre le couple Obama, en plus très grand, ça fait des images un peu décalées, un peu étonnantes, non? Ça provoque une forme d'empathie, moi je trouve. Ah, vous trouvez? Pour François Hollande, le pauvre tout seul. Mais oui. D'accord, ça le rend sympathique. En tout cas, aux États-Unis, quand il est descendu de son avion, on lui a accolé la chef du protocole. Ça tombait bien, c'était pas un chef du protocole. Mais l'idée aux États-Unis qu'il puisse descendre de l'avion et être seul, sans être affublé d'une compagne, même formelle, on peut dire, qui se trouve être la chef du protocole, cette idée ne passait pas. Oui, c'est pour ça, d'où la question sur ces images. La question que j'aurais par rapport à ces images, c'est celle de l'arroseur arrosé. Est-ce que ce pays qui a tendance à un petit peu nous critiquer comme étant le pays de comment ils disent, de la gaudriole en France, est-ce que ce pays se révélera-t-il pas un tout petit peu plus fort dans cet imaginaire-là que nous? Bon, en tout cas, donc vous dites, ça suscite plutôt de l'empathie, cette image de François Hollande. Bon, on verra. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Lorraine Boisson qui se sont levés tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la monter. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillons-les. Et quand le général de Gaulle était venu dans ma ville, elle avait passé dans les hôpitaux, dans les... François, c'est pas tellement... Le problème, c'est que, il y a la définition que vous donnez à votre rôle, et puis il y a surtout la définition que les autres vous donnent. Et le problème, c'est la coïncidence des deux.